rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour, bienvenue aux rencontres du RT14. Donc aujourd'hui, on va du coup écouter Karim Amou et Marie-Sonnette Manoukian pour répondre aux questions sur leur ouvrage 40 ans de musique hip-hop en France. Donc déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui organisent les rencontres du RT14 parce que c'est un travail conséquent. Voilà, et puis du coup on va poser des questions pendant à peu près 1 heure et puis après on ouvrira la discussion pour les questions de l'auditoire. Donc on reçoit Karim Amou qui est chargé de recherche au CNRS, membre de l'équipe Culture et Société urbaine du CRESPA, et Marie-Sonnette Manoukian qui est sociologue associée au laboratoire CRESPA CSU également, et actuellement en détachement de son poste de maîtresse de conférence de l'Université d'Angers, en poste à la direction de la culture d'un établissement public territorial. Pour donc cet ouvrage qui est paru en 2022 au DEPS Presse de Sciences Po. Et donc je voulais dire, avant de commencer, donc je vais aller assez vite pour qu'on puisse rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais que vous avez tous les deux travaillé dès votre thèse sur les musiques hip-hop, puisque toi, Marie, tu as soutenu en 2013 une thèse qui s'intitulait « Des manières critiques de faire du rap, pratique artistique, pratique politique, contribution à une sociologie de l'engagement des artistes ». Et toi, Karim, en 2009, une thèse intitulée « Batailler pour un chant, la construction d'une culture professionnelle musicienne du rap français ». Donc voilà, moi j'étais très contente d'avoir pu lire ce livre, et aussi je me suis bien amusée, donc je signale à tout le monde que j'ai fait une playlist de l'ouvrage, donc c'est-à-dire toutes les musiques qui sont citées dans l'ouvrage que vous pourrez retrouver. Donc c'est une playlist YouTube avec les clips. Vous pourrez la retrouver sur le carnet hypothèse du RT14, donc rt14.hypothèse au pluriel.org. Dans l'onglet rencontre, la séance 5, et donc il y a la vidéo, voilà, si vous voulez écouter la bande son de l'ouvrage de cet ouvrage collectif. Donc j'ai pas mal de questions et je voulais juste, avant de vous permettre de présenter un peu les résultats de cet ouvrage, saluer en fait le travail conséquent qu'il représente. D'abord parce que c'est un ouvrage collectif avec la rédaction de chapitres et d'encadré par un groupe de chercheuses et de chercheurs assez divers. Aussi parce qu'il y a une transversalité des thématiques qui sont abordées en fait dans l'introduction et dans les 6 chapitres. Et puis avec une somme importante bibliographique de données chiffrées, d'analyses qui reviennent sur les musiques hip-hop ces 40 dernières années dans aussi différentes aires géographiques, à la fois au sein de la France, mais aussi dans différents pays, notamment dans le continent africain, comme le Gabon, le Sénégal ou la Tunisie, ou encore par exemple aussi la Suisse. Donc voilà, donc ça me paraît assez intéressant par rapport à beaucoup d'enquêtes qui se focalisent souvent sur les États-Unis. Alors, je vais passer à ma première question. Donc du coup, dans votre ouvrage, en fait, vous abordez cette question du genre musical ou de l'hypergenre, comme c'est écrit dans le livre des musiques hip-hop. Et vous intégrez par exemple le rap et le R&B dans ces musiques, et vous historicisez cette catégorie en évoquant aussi aujourd'hui l'émergence d'une autre catégorie qui est celle des musiques urbaines. Et donc, ça me paraît intéressant de discuter de cet apport en fait sur l'hypergenre, aussi cet apport à la sociologie de la culture. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les choix que vous avez effectués justement pour interroger en fait cette catégorisation, parce que ça me semble intéressant plus généralement en fait pour l'étude des genres ou des catégories artistiques. Et du coup, comment vous en êtes venu à étudier en fait cette question des musiques hip-hop, puisqu'elles sont situées dans une galaxie d'autres genres qui parfois leur sont rattachés, à la fois par des circulations d'artistes, de lieux, des représentations sociales. Donc on peut penser à la chanson francophone, au reggae, aux variétés nationales ou internationales, etc. Enfin, je passe voilà, différents genres. Donc comment vous avez choisi d'isoler ces musiques hip-hop ? Et qu'est-ce que vous dites en fait de leur position dans cette galaxie musicale de différents genres? Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Myrtille pour l'introduction et pour ces questions. Merci aussi au RT pour l'invitation. C'est vraiment, je pense, un plaisir pour tous les deux de pouvoir échanger autour de ce livre. Commencer à préciser la façon dont on a essayé de négocier ces questions des étiquetages musicaux, c'est vraiment entrer dans, on va dire, le vif de la construction de l'objet du livre et du travail collectif qu'on a mené avec plusieurs chercheuses et chercheurs depuis 6 ou 7 ans maintenant, depuis 2016-2017. Quand on a projeté l'organisation du colloque conçu pour durer, perspective francophone sur les musiques hip-hop, qui s'est tenu à la Maison des Métallos en 2017, dans les discussions qui ont accompagné la préparation de ce colloque, on est arrivé à cette catégorie, à cette notion, qui est essentiellement une catégorie de travail de musique hip-hop. On n'a pas prétention à dire qu'on n'affirme pas l'existence de musique hip-hop en tant que genre cohérent sur le plan institutionnel, sur le plan professionnel, sur le plan esthétique. C'est pas ça notre objet avec cette catégorie. L'idée, c'était d'avoir un terme qui soit utile pour un programme de recherche collectif. Et pourquoi est-ce que ce terme-là nous paraissait utile ? Il y a au moins 5 points sur lesquels il nous paraissait utile. Et dont les 4 premiers sont essentiels pour le livre. Le premier, c'était de reconnaître l'importance d'un mouvement culturel pluridisciplinaire, dont on situe les origines il y a une 50aine d'années. En fait, les 50 ans de la culture hip-hop cette année, en 2023. Le mot, la formule culture hip-hop en tant que projet esthétique et social est un petit peu plus récent, date d'une 40aine d'années, du début des années 80 pour être exact. Et ce mouvement culturel de 50 ans, ce projet esthétique de 40 ans, en fait, il a introduit des transformations et des innovations esthétiques majeures. Et donc, ça nous paraissait des innovations esthétiques dans beaucoup de disciplines différentes, chorégraphiques, graphiques, puis donc picturales, et aussi musicales. Et donc, on voulait, dans le colloque et aussi dans le livre, rappeler cette importance, ce tournant-là. Mais on a opéré aussi un pas de côté par rapport à la notion de culture hip-hop. Nos outils, notre programme porte seulement sur les courants musicaux et sur leur inscription en France dans des circulations, des mondes sociaux, une industrie liée à la musique sous toutes ses formes. Et donc on n'avait pas prétention à parler de la culture hip-hop en toute généralité. On a vraiment opéré un découpage en fonction de nos expertises, en fonction de nos savoirs et de nos objectifs scientifiques à partir de là. Donc musique hip-hop, un décalage par rapport à la notion de culture hip-hop, un décalage aussi par rapport à la construction d'un objet qui se cantonnerait au seul rap. Comme tu l'as rappelé, hein, Marie comme moi, on a commencé à travailler sur ces mondes et ces pratiques en s'intéressant au genre musical rap, qui avait une visibilité particulièrement forte et qui continue d'avoir une visibilité particulièrement forte à pas mal de titres différents. En fait, on était arrivé au constat que cette visibilité forte, elle occultait tout un ensemble d'autres pratiques, d'autres découpages, d'autres genres musicaux, mais aussi d'autres acteurs. Hein. Quand on dit rap, on pense rappeur, on pense moins souvent beatmaker, DJ et tout un ensemble d'autres artistes et professionnels de la musique. Quand je dis on pense, je pense toujours, hein, je me situe au niveau du monde académique. Il suffit de regarder les travaux publiés sur ces différentes pratiques. Il y a vraiment une majorité de travaux sur le rap et les rappeurs qui écrasent l'ensemble des autres activités artistiques et aussi des autres activités professionnelles qui les entourent. Donc on voulait donner une focale qui nous aide à travailler au-delà du seul rap. Quels sont les liens entre le rap et d'autres esthétiques, d'autres courants musicaux ? Et on en a mentionné beaucoup, il y en a beaucoup qui sont encore à l'état de jachère en termes scientifiques en France. Heureusement, à l'international, ce n'est pas le cas. On a très peu de choses publiées sur le reggaeton, on a très peu de choses publiées sur le dancehall, on a peu de choses sur le turntablism, sur beaucoup d'autres aspects. Et nous, on n'avait pas prétention. Hein. Le livre est aussi une somme de connaissances et une dimension programmatique. Donc on a essayé de se concentrer sur un genre dont l'absence de recherche nous paraissait particulièrement dommageable et réfléchir donc au lien entre rap et R&B, ce que la catégorie de musique hip-hop nous paraissait pouvoir faire, et ce qu'on a justifié dans l'introduction en restituant une petite généalogie de la notion, du genre musical R&B, pour être plus précis, du contemporary R&B dans la France des années 90 et 2000.
pour montrer à quel point son développement est intimement lié aux mêmes facteurs, aux mêmes espaces et en partie les mêmes acteurs que ceux qui permettent le développement du rap en France. Enfin, on souhaitait tenir à distance un autre hypergenre, une autre métacatégorie très débattue, celle de musique urbaine ou de pop urbaine. Et on propose, grâce au pas de côté que la notion de musique hip-hop nous offre, une généalogie de cette notion de musique urbaine dans l'introduction, en lui trouvant une double généalogie, d'une part dans le commerce musical états-unien, d'autre part dans les politiques publiques françaises. D'un côté, l'héritage d'un format radio du début des années 80, l'urban contemporary, de l'autre, l'héritage et la déclinaison musicale d'un projet de saisie par les institutions publiques en France des pratiques hip-hop, les cultures urbaines déclinées sur leur volet musical. Enfin, dernier facteur qui nous a fait choisir la notion de musique hip-hop, qui est peut-être moins visible dans le livre, mais qui est plus visible dans l'ensemble d'autres activités et publications qui ont accompagné ce programme collectif de recherche qu'on a mené depuis 8 ans, c'est entrer en dialogue avec les hip-hop studies, le champ des hip-hop studies d'un point de vue international. On a quand même des petites incursions tu l'as rappelé, on a les contributions sur l'économie des musiques urbaines au Cameroun par Nicanor Tachim, on a un article de Marine Knoibüller sur l'histoire du rap en Suisse, on a aussi 2 chapitres qui ont une focale volontairement internationale ou comparatiste entre différents pays, le chapitre de Séverin Guillard et Alice Aterianus Owanga sur les espaces du hip-hop, le chapitre de Marie et de Alice à nouveau sur les mobilisations et l'engagement est aussi une focale inter, voire transnationale. Et puis dans les autres publications qui ont émaillé notre travail collectif, notamment des numéros de revue, volume, ethnographique.org, et puis un ouvrage collectif qui s'appelle Perspective esthétique sur les musiques hip-hop qu'on a co-dirigé avec Emmanuel Carinos Vasquez, on a aussi cette dimension de dialogue avec les hip-hop studies qui est plus visible. Peut-être juste ajouter un point sur la question du cloisonnement et des porosités entre genres. La notion de musique hip-hop, elle nous a amené à travailler essentiellement à l'intérieur de cette catégorie, mais on l'a définie dans nos différentes enquêtes et compte rendu d'état de l'art, on a essayé de la définir de façon très vaste, très inclusive. Donc évidemment, on a des porosités avec l'ensemble des musiques africaines-américaines, on a des porosités avec l'ensemble des musiques populaires, avec le rock, avec les musiques électroniques qui apparaissent au détour des pages du livre. Mais on a essentiellement travaillé en pratique les enjeux de catégorie que j'ai énumérés précédemment, et on a essayé d'ajouter une dimension qui passe souvent un peu inaperçue dans le travail sur les catégories musicales, c'est que ces catégories ne sont pas toutes des genres musicaux au sens fort et au sens plein du terme. Les catégories musicales, les étiquettes, les hypergenres, pour reprendre l'expression d'Esteban Bourg, servent à des choses différentes, ont des trajectoires, et on a essayé d'être soucieux à chaque fois de restituer à quoi sert, à quel moment, quelle est l'épaisseur des pratiques associées à tel étiquetage. Pour prendre un exemple, le rap en France passe au tout début des années 80 d'une technique de voix à un monde social artistique avec une culture professionnelle à la fin des années 90. Le mot rap ne désigne plus la même chose en France au début des années 80 et à la fin des années 90. De la même façon, les musiques urbaines fonctionnent dans les années 90 comme une catégorie polysémique. Vraiment, il y a des choses très très différentes qu'on met sous ce chapeau dans différents espaces, et qui fonctionne en régime d'implicite, c'est-à-dire que dans tout un ensemble d'espaces, il n'y a aucune définition réelle qui n'est donnée, et il ne semble pas avoir besoin de donner de définition. C'est un mot qui fonctionne par le halo de connotations qu'il charrie, et il fonctionne différemment selon qu'il est mobilisé par des entrepreneurs des industries musicales qui s'inspirent de ce qui se fait aux États-Unis d'un côté, ou par des directeurs de salles ou des acteurs des politiques publiques qui initient par exemple un festival à la Villette à partir de 1996. À la fin des années 2010, les musiques urbaines est une catégorie beaucoup plus précise, beaucoup plus définie, et qui désigne un segment professionnel au sein de l'industrie musicale, un segment professionnel qui marque un tournant dans l'organisation du secteur parce qu'elle manifeste la rupture avec la domination du secteur de l'économie de la musique enregistrée par la figure des variétés
on a désormais un autre régime de fonctionnement de l'industrie musicale. En tout cas, c'est une des hypothèses qu'on creuse dans le livre et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, je pense. Merci. Donc, merci Karim et Myrtille pour tes questions. Donc, moi, je vais essayer de rentrer un tout petit peu plus dans la cuisine, même si je vais pas complètement y aller parce que sinon on pourrait y passer longtemps. Mais je pense que c'est important de voir de quelle manière on a cherché à construire nos données, parce que si vous voyez le livre, vous verrez qu'il y a beaucoup de graphiques et donc qui construisent des données avec des artistes qui sont indexés comme étant des artistes hip-hop, rap, R&B, d'autres en tant que rock. Et donc, comment est-ce qu'on a fait pour réunir ces données ? Je pense que c'est important de rappeler que, bien sûr, notre travail, il vient du rap, pour Karim et pour moi, mais pour beaucoup des auteurs et autrices ici. On a principalement travaillé avant tout sur le rap et on avait une vraie envie de visibiliser d'autres types de genres qui sont dans le sillage de ce monde professionnel, et notamment le R&B, où on n'a pas de publication universitaire en France. On signale heureusement depuis cette année un premier ouvrage, alors que je n'ai pas encore eu entre les mains, mais Sensible, une histoire du R&B français de Rhoda Chokokam. Mais avant cela, on n'avait pas de livres qui reviennent sur cette histoire-là, notamment dû à une double disqualification qu'on connaît pour les musiques populaires, c'est-à-dire un genre à la fois disqualifié parce que populaire, mais aussi disqualifié dans le regard et la critique des genres populaires parce que féminin. Et donc encore plus disqualifié que le rap, et donc encore moins étudié. C'est ce qui fait que, notamment, dès notre colloque en 2017, on avait même émis une commande assez claire à Thomas Legon et Florence Eloi, en leur demandant de traiter une partie des données qu'ils avaient sur l'écoute de la musique chez les lycéens pour nous sortir des choses sur le R&B, choses qu'ils ont faites et qui est publiée dans un encadré dans l'ouvrage, et on les remercie pour ça. Alors, donc comment est-ce qu'on fait méthodologiquement pour travailler sur les genres? Comment est-ce qu'on a procédé, À la base, nous, on est parti d'un questionnement pour un chapitre sur la légitimité, dans le chapitre 6, et on a fait une liste d'artistes qui revenaient le plus souvent, enfin qui revenaient en tout cas dans ce qu'on a appelé des instances de légitimation, donc à la radio, à la télévision, mais aussi dans les prix musicaux. Et en fait, une fois qu'on a fait toute cette liste-là de ces instances de légitimation, on est arrivé à une liste de 11 839 apparitions totales d'artistes, dont 3 861 artistes qui revenaient sur l'ensemble de la période de 90 à 2019. Donc c'était déjà beaucoup, 3 861 artistes. Et on a décidé de s'intéresser aux 1464 artistes qui apparaissaient au moins 2 fois dans ces instances-là. Donc là, on est sur des artistes musicaux tous genres confondus. Et donc la question, c'est comment à partir de ça on décide, et vous vous doutez bien qu'on ne décide pas, mais qu'on construit une objectivation du genre, mais comment on décide que tel artiste c'est de la variété alors que tel autre c'est du rock, ou encore que tel autre ça va être du rap ou du R&B. Donc il a fallu définir leur genre pour pouvoir travailler, faire émerger des données, des statistiques, etc. Et donc il y a plusieurs manières de penser le genre esthétique, soit de manière dans une démarche positiviste, esthétique, c'est-à-dire que juste à l'écoute, on décide si c'est de la variété, si c'est du rock, si c'est du rap. Vous voyez bien où je veux en venir, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est pas possible, notamment dans une démarche scientifique de sciences humaines et sociales, notamment des genres qui sont très utilisés en sciences sociales comme la variété. C'est très difficile de définir esthétiquement ce que c'est que de la variété plutôt que de la pop ou plutôt que du rock, etc. Donc nous, on a plutôt agi avec un arsenal méthodologique qui a cherché à objectiver scientifiquement de quelle manière est-ce que tel artiste était reconnu dans tel genre ou pas. Et donc, on a choisi une démarche qui n'est pas la plus simple, de saisir un faisceau d'indices, de regarder de quelle manière chaque artiste était défini dans un genre par différents acteurs. Là, on suit des démarches, notamment je pense à celle de Patrick Parmentier, sur les genres littéraires, qui, en 1986, propose de regarder comment les genres culturels sont étiquetés de la production à la consommation. Et donc, c'est ce qu'on a choisi de faire. Et donc, pour ça, on a utilisé 3 types de classification. Alors, tout ce dont je suis en train de parler, on l'a détaillé longuement parce que vous voyez bien que c'est pas forcément simple à expliquer à l'oral, et puis que c'était important pour nous de le mettre sur papier. Et donc, on l'a détaillé dans une note de recherche qu'on a publiée dans le numéro de volume que j'ai coordonné avec Séverin Guillard.
de manière à pouvoir bien expliquer et expliciter de quelle manière est-ce qu'on a opéré ces classifications. Et donc pour chaque artiste, on a 3 types de classifications. Une classification opérée par l'Institut de sondage, comment on pourrait dire, l'Institut de sondage JFK allemand qui jusqu'à il y a peu encore était l'institut qui fournissait les chiffres de la consommation de biens et services culturels qui permettent notamment de pouvoir se baser dessus pour pouvoir définir qui est disque d'or par exemple. Et donc JFK nous fournit une liste voilà, de quels sont les albums, enfin, combien de titres vendent chacun des artistes, etc. Et donc en face de chaque artiste, il y a son genre. Un genre musical qui est étiqueté par JFK. Et ce genre, ça fait partie des discussions qu'on a eues avec l'Institut lorsque l'on a participé au traitement de ces données, notamment pour le ministère de la Culture avec Karim. C'est pas extrêmement clair de est-ce que c'est JFK lui-même qui le définit ou est-ce que c'est l'industrie qui le positionne. Et c'est pas extrêmement clair et notamment ça mène à au fait que beaucoup d'artistes sont étiquetés dans plein de genres différents. Alors par exemple, je prends un exemple, James Brown, il y a 211 références sur James Brown et il est classé dans plus de 10 genres. Il est aussi bien classé en soul funk, qu'en variété, qu'en electro-dance, qu'en urbain ou qu'en rock. Donc ce qui peut rendre particulièrement difficile le traitement de ces données. On a fait un deuxième type et je vais aller plus vite parce que je prends trop de temps là-dessus, mais on a fait un deuxième type de classification qui est à partir des données qu'on a sur Wikipédia. Et donc, vous voyez sur Wikipédia, on a des petites boîtes, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, des boîtes de renseignements dans les fiches des artistes. Et donc là, en l'occurrence, on a celle de Orelsan, que je n'arrive pas à bien lire, mais vous voyez où à chaque fois, donc, on a le genre musical de l'artiste. Et donc là, Orelsan, en l'occurrence, il est étiqueté hip-hop français, hip-hop alternatif, rap hardcore, rap conscient, électro-hop, city rap, comédie rap. Donc là, on a aussi un nombre assez important de catégories et de catégorisations qu'on a rentré dans des tableaux et en essayant de faire apparaître des mots-clés. Donc là, bien sûr, vous voyez, sur le nombre de mots-clés, on va faire apparaître aussi bien le mot-clé hip-hop, le mot-clé rap, mais aussi le mot-clé électro, de manière à pouvoir travailler sur Orelsan. Et puis enfin, on a travaillé sur une troisième type de classification qu'on a appelée une classification experte, c'est-à-dire qu'à partir de notre expertise à Karim et moi-même, on a passé en revue la liste de tous les artistes. L'expertise qu'on a, c'est une expertise plutôt liée au rap et au hip-hop. Et donc, on a simplement classé de savoir si les individus nous semblaient avoir été à un moment donné ou un autre de leur carrière classés, catégorisés comme des artistes hip-hop, rap ou R&B ou non. C'est-à-dire qu'après, on ne s'est pas amusé à regarder qui était en jazz, qui était en rock, etc. Bon, tout ça, ça amène à des tableaux comme ceux-là que je ne vais pas décrire. Mais l'idée est de dire qu'on a un arsenal méthodologique assez fort qui nous a demandé beaucoup de réflexion, qui est probablement imparfait, mais où vous voyez que quand on travaille statistiquement après sur l'ensemble de ces genres et quand on produit les graphiques qu'on va produire et les statistiques qu'on produit, c'est à partir d'une réflexion assez forte et qui va mêler plusieurs types de classifications, celles faites par l'industrie, celles faites par des contributeurs Wikipédia, donc plutôt par un public et un type de réception de cette musique-là, et puis celle faite par des experts du monde du rap et du hip-hop. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à travailler. Tout ça est détaillé dans la note de recherche dans Volume, et je vous y renvoie pour, si vous voulez, plus de détails sur la question. Merci pour cette présentation, y compris méthodologique, de la façon dont vous avez traité cette question justement de la catégorisation esthétique ou artistique. Et du coup, la seconde question que je voulais vous poser, c'était, en fait, ça me semble intéressant parce qu'on voit dans la façon dont vous avez abordé les musiques hip-hop que c'est aussi un prisme à travers lequel on peut étudier des phénomènes en fait qui sont transversaux à d'autres genres. Et donc ça, enfin voilà, moi ça m'intéressait aussi de voir ce que vous pensez de ça. Donc il me semble que les résultats que vous présentez mettent en valeur deux éléments qu'on retrouve aussi dans d'autres genres musicaux, mais qui, pour diverses raisons, sont peut-être un peu moins abordés ou peut-être pas de façon aussi
transversale ou ensemble articulé que là, comme ça a été fait. Donc le premier élément, c'est la façon dont en fait la catégorisation de musique et la carrière, pour reprendre un terme de Becker, de genres musicaux, se construit à la fois sur des processus de racialisation, particulièrement là, mais pas seulement, dans des espaces où on retrouve une situation postcoloniale, mais aussi sur des processus de division et de hiérarchisation genrée, et aussi, je serais tentée d'ajouter, et c'est évoqué dans le chapitre 2, à partir de catégorisation spatialisée, en fait, et de hiérarchisation spatialisée. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, il me semble aussi que cet ouvrage apporte une réflexion en fait sur les processus de légitimation et de consécration culturelle, en montrant quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est pas forcément toujours autant creusé. Le fait que ça soit que là, on voit une dynamique non linéaire de légitimation, c'est-à-dire que c'est pas forcément constant. Alors que c'est plutôt traité dans la littérature comme ça. Est-ce que quelque chose devient légitimé? Et je trouve que là, on voit que c'est pas forcément... voilà, il y a différentes dynamiques en même temps. Et aussi en montrant l'interaction entre des agents qui viennent du champ artistique, des champs politiques, mais aussi du marché des industries musicales. Et pareil, c'est pas toujours traité de façon articulée et frontale pour d'autres éléments. Donc je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de ça. Merci, je suis vraiment content qu'on... je partage vraiment ton point de vue, Myrtille, sur le fait qu'on a choisi d'insister dans le livre sur des questions qui nous paraissent importantes pour l'ensemble des pratiques musicales, mais qu'à l'occasion de cet objet, les musiques hip-hop, on pouvait y insister. C'est particulièrement le cas pour les logiques de racialisation. Par racialisation, donc on le rappelle dans le livre aussi, on entend les processus de production, de circulation et de signification, de resignification de catégories raciales pour interpréter, pour agir. Cette notion-là, elle nous aide à comprendre la diversité des façons dont le racisme comme rapport de pouvoir et donc des logiques de racialisation pèsent dans les activités musicales, au travers du cas des musiques hip-hop. Comme souvent, c'est quelque chose qui apparaît moins dans d'autres courants musicaux, peut-être parce que leur ancrage symbolique majoritaire fait que cette question, elle reste dans l'implicite. De la même façon, au sein des musiques hip-hop, le rap, qui est un genre musical, je vais y revenir, dont la très grande majorité des interprètes connus sont des hommes, ça a mis beaucoup d'années avant qu'il y ait une approche en termes de genre sérieuse de ces musiques-là. Il a fallu attendre les années 2010, pour le dire grossièrement, alors qu'on a déjà des essais sur le rap et des livres de sciences sociales sur le rap dans la première moitié des années 90. Donc des logiques de racialisation dont les musiques hip-hop sont révélatrices, qui sont des logiques de racialisation qui concernent bien l'ensemble de l'industrie musicale et des pratiques musicales, des distinctions au sein notamment des publics. Il y a au moins 3 logiques de racialisation qu'on identifie et qu'on travaille dans le livre. D'abord, une logique de racialisation en lien au commerce musical états-unien, qui est influent à l'échelle internationale, qui pèse dans l'organisation depuis un siècle des activités musicales en France. Et aux États-Unis, donc, l'organisation du marché musical et notamment de l'industrie du disque est ségrégée entre musique blanche et musique noire depuis au moins les années 1920. Donc ça a des conséquences, mais ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié ou qui viendrait des États-Unis, de la formation raciale états-unienne. D'abord, il y a des imaginaires français des États-Unis qui ont un rôle très important dans l'histoire des musiques hexagonales, et en particulier des imaginaires racialisés des musiques africaines-américaines. Troisième point, en lien à l'organisation coloniale puis post-coloniale des industries culturelles hexagonales, on a aussi des formes d'altérisation ethno-raciale qui sont ancrées dans la société française contemporaine, qui se réfractent dans les industries musicales, dans les pratiques des amateurs, et qui ont un rôle central. Donc ces questions-là, ce n'est pas quelque chose qu'on a isolé dans un chapitre précis. C'est de la même façon que sur les questions de genre, on n'a pas un chapitre qui porte sur la question du sexe-genre dans le livre. On a voulu vraiment que ce soit aussi transversal que possible, parce que c'est des questions, des enjeux qui animent l'ensemble des thèmes qu'on a identifiés comme cruciaux dans le livre. Et donc pour décliner cette question de la racialisation autour des musiques hip-hop,
on a une association précoce du rap en France au problème des banlieues, et donc au début des années 90, et à partir de là, on a ce que Virginie Miliau a appelé une ronde performative, ce que, à la suite de Ian Hacking, j'ai pu appeler un effet de boucle qui se met en place, c'est-à-dire que qui souligne la façon dont les personnes, un groupe, interagit avec la définition qui est donnée de lui. Donc les publics et les artistes, notamment de rap, ont interagi avec cette assignation du rap aux banlieues. Et donc, on observe et on décrit dans le livre comment on a une spatialisation de frontières sociales, principalement de classe et de race, qui va passer par ces frontières symboliques. Et on rappelle la façon dont ça a été, dans un premier temps, économiquement préjudiciable aux musiques hip-hop. C'est-à-dire que leur association à des minorités racisées les a mis en périphérie dans leurs premières années des réseaux de diffusion, notamment radiophonique, a compromis un certain nombre de collaborations avec les grandes maisons de disques ou a posé des conditions extrêmement drastiques à cette collaboration. Et il y a un mouvement, une transformation, une invention économique et symbolique qui se joue dans la deuxième moitié des années 90 et qui imagine une façon de rendre profitable le commerce de biens culturels altérisés, jusqu'à en faire le fondement d'un nouveau segment professionnel au sein de l'industrie musicale. Et ça, c'est quelque chose qui s'invente autour du rap français dans la deuxième moitié des années 90, que j'ai proposé de qualifier de marketing de la marge, mais qui a un rôle durable dans la place que ces musiques ont dans l'économie symbolique de la France hexagonale, et sous des formes différentes selon les genres musicaux. La façon dont le R&B s'inscrit dans cette économie symbolique n'est pas la même que celle du rap, mais dans les deux cas, on a un enjeu de ces logiques racialisées et de ces formes de marketing de la marge. Et donc un des points que le livre souligne, c'est qu'il rappelle, à la suite de beaucoup de travaux, le rôle des autorités publiques, des pouvoirs publics à l'échelle nationale, à l'échelle locale, dans la production des hiérarchies sociales et notamment des hiérarchies ethno-raciales, mais il s'attache aussi aux logiques marchandes de racialisation. Et c'est peut-être un point, il me semble, sur lequel il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de chantiers à faire en France en général, dans l'industrie musicale en particulier, mais pas seulement. Et donc, dans le livre, on insiste aussi sur l'imbrication de ces logiques racialisées à des logiques genrées. Et donc, on a essayé de souligner, de rappeler et de resituer quelques éléments sur la division sexuelle du travail artistique, qui est établi de longue date pour l'ensemble de l'industrie musicale depuis au moins une vingtaine d'années, grâce aux travaux de Hyacinthe Ravet, Philippe Coulangeon. Et donc on voulait resituer là-dedans le rap, le R&B, et montrer, et grâce à la base de données dont Marie a rappelé la construction, on peut montrer qu'il y a 83 à 89% d'hommes dans les artistes qui ont une visibilité minimale dans notre base de données, 83% d'hommes pour ce qui est du rap anglophone, 89% pour ce qui est du rap francophone, et contrairement aussi à certaines représentations, que les interprètes un minimum visibles recensés dans cette base de données en matière de R&B sont aussi souvent des hommes que des femmes. Donc le R&B n'est pas du tout aussi féminisé que le rap n'est masculinisé. On rappelle aussi que dans l'ensemble de la base, donc tous genres musicaux confondus, on a 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes. Donc ça, une ségrégation genrée qui est transversale aux musiques populaires, même si elle prend des formes différentes selon les genres étudiés. Puis on rappelle aussi quelques chiffres sur les publics. En 97, 70% des publics déclarés du rap sont des hommes. Et en 2018, c'est plus que 57%. On passe de 70% à 57% en 20 ans. Et du côté du R&B, on n'a pas de chiffre pour 97, mais en 2008, c'était 57% des publics déclarés du R&B qui étaient des femmes en 2008. 10 ans plus tard, c'est 53%. Donc on a un léger effritement. On a une écoute qui est de plus en plus parfaitement mixte. Mais notre livre insiste aussi sur d'autres dimensions qui ont trait à l'inégale valeur symbolique du masculin et du féminin dans les mondes du hip-hop et au-delà. Et on reprend ici notamment les travaux de Viviane Albenga, la notion de capital symbolique négatif attaché au genre féminin. On l'articule notamment à différents travaux. Le travail sur les croyances et les pratiques des contre-cultures portées par les avant-gardes populaires, les milieux musicaux underground, tels qu'a pu l'établir Sarah Thornton à propos des contre-cultures de musique électronique dans l'Angleterre du début des années 90. On l'articule aussi aux travaux sur les hiérarchies entre amateurs selon le sexe et la dévalorisation des goûts et des publics féminins. Et là, on essaie de montrer comment ça produit des frontières professionnelles, et en particulier des frontières professionnelles entre rap et R&B, toutes ces logiques genrées-là.
On se situe évidemment là dans le sillage de tous les travaux sur Marie l'a rappelé, la dévalorisation du commercial et du féminin en lien au mainstream, chose qu'on montrait sur d'autres objets culturels, les travaux de Dominique Pasquier et de bien d'autres depuis. Merci. Et donc, pour ma part, je vais répondre donc à ta question sur la question de la légitimation et du fait que c'est un processus qui n'est pas linéaire et qui peut avoir des avancées et des reculs en même temps. Ça, c'est vraiment une question qui moi, m'a beaucoup intéressée, qui probablement fait partie du cœur de mes recherches aujourd'hui. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on appelle légitimation? Je ne vais pas refaire un cours sur la distinction de Bourdieu, mais globalement, enfin, voilà, c'est comment est-ce que un genre artistique ou un artiste ou une œuvre va passer d'une relative dévalorisation sociale à progressivement acquérir de la valeur, et notamment de la valeur sociale. La légitimation, c'est pas penser que l'œuvre prend plus de valeur en soi, hein, de manière intrinsèque, mais c'est bien qu'il y a une croyance dans le fait que cette œuvre a davantage de valeur. Globalement, il est assez évident, et il y a une intuition qui était assez claire avant même d'avoir produit l'enquête, qui était que les musiques hip-hop et de manière générale, et en particulier le rap, étaient plutôt dans un processus de légitimation au cœur des années 2010, c'est-à-dire à partir globalement d'un tournant à partir de 2015. C'est-à-dire qu'on a un genre qui avait connu une très forte stigmatisation, dévalorisation, illégitimation dès son arrivée, dans son arrivée en France, mais aussi par la suite dans les années 80 et 90, mais qui, au cœur des années 2010, se retrouvait un peu tout d'un coup à être davantage cité, invité dans des émissions dites instances de légitimation, des émissions culturelles généralistes, etc. Et donc il se passait quelque chose à cet endroit-là. L'idée, c'est que quand on a regardé ça, on s'est dit, pareil, encore une fois, un faisceau d'indices. Il n'y a pas un seul acteur, un seul type d'instance qui joue pour la légitimation d'un genre artistique. Hein. C'est bien plein d'acteurs et plein de groupes sociaux différents qui vont détenir le pouvoir d'octroyer cette valorisation. Et donc, on a été chercher à regarder l'ensemble de ces acteurs-là. Et donc, c'est l'objet un peu de notre chapitre conclusif, qui est notre chapitre 6 sur la légitimation. On a regardé à la fois comment le marché agissait dans le sens d'une légitimation ou pas, donc à la fois les institutions économiques, les labels, les maisons de disques qui ont donné au hip-hop ces premières institutions qui lui permettent de durer, hein, c'est-à-dire d'avoir des labels qui produisent et qui forment des professionnels de la musique, c'est la condition sine qua non à un passage à la postérité, ou en tout cas au fait de durer et de perdurer parce que des professionnels sont formés, payés, peuvent produire des albums, etc. Bien sûr, dans le marché, on a surtout regardé, on a été regardé de manière très précise, et ça a été un peu le cœur de notre enquête, à un certain moment, la question des prescripteurs et de quelle manière est-ce que ces prescripteurs agissent pour cette légitimation. Et donc les prescripteurs, c'est, vous savez, les critiques musicaux, les critiques culturelles de manière générale. Et donc on a regardé comment les matinales culturelles de France Inter, Taratata à la télé sur France 2, mais on a aussi regardé les victoires de la musique, et donc quelle était la place et le poids croissant des musiques hip-hop à ces endroits-là. On a parlé du public, hein, et donc on voit bien qu'aujourd'hui on est dans un moment où 80% des moins de 25 ans disent écouter du rap, hein, que le rap est dans l'environnement sonore d'une personne sur 3 en France, tout âge confondu. Je reviendrai sur les publics plus tard. On a regardé son institutionnalisation, de quelle manière est-ce que les musiques hip-hop et le rap pénètrent progressivement dans l'institution politique des politiques publiques, mais aussi dans les musées, dans les salles de concert et salles de musique. Et puis on a regardé de quelle manière est-ce que se constituent des mémoires du hip-hop. Et donc comment est-ce qu'on parle du hip-hop et quelle image on va venir coller, assigner à cette pratique musicale.
Et donc, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a bien des divers acteurs qui jouent dans le sens d'une plus grande légitimation et qui font cohabiter le succès du hip-hop avec une plus grande reconnaissance esthétique de ses œuvres. Hein. C'est-à-dire que le hip-hop a à la fois un plus grand succès commercial dans l'écoute, etc., mais aussi une reconnaissance de ses musiques, du lyricisme, de ses paroles, etc. Et vous le savez probablement, chez Bourdieu, c'est quelque chose qui est assez important de dire. L'étape de légitimation dans les champs artistiques, c'est quand on parle pas uniquement d'une œuvre pour sa fonction, et donc en l'occurrence, est-ce qu'elle change des idées, est-ce qu'elle occupe, est-ce qu'elle fait danser, etc., mais aussi quand on en parle pour ses attributs esthétiques, hein, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que la composition a été faite, à quoi est-ce qu'elle fait référence, etc., etc. Et donc ça, on voit une forme savante d'une critique musicale émerger, et notamment dans des émissions culturelles, etc. Et donc ça, c'est assez fort, mais on a aussi observé, et on continue d'observer, que ça ne le prémunit absolument pas d'attaques et de controverses qui jouent toujours pour son altérisation et pour sa racialisation. C'est-à-dire que cohabitent sur ce genre-là à la fois des formes savantes de critique musicale et de traitement de ces musiques, avec une plus grande reconnaissance, une plus forte présence dans le paysage audiovisuel et dans l'espace social de manière générale. Et pourtant, les artistes de rap et de hip-hop sont toujours au cœur de controverses assez importantes, avec un fort mouvement d'opposition aux musiques hip-hop. Autour notamment d'une pénalisation politique de ces artistes. Alors très rapidement, cette pénalisation politique, à quoi elle ressemble, hein, depuis le début des années 90, la visibilisation croissante du rap s'est faite avec une pénalisation de la part d'une partie de la classe politique. En 1995, en fait, on a deux grands procès, celui de Minister Hammer pour le morceau Sacrifice de poulet et celui de NTM pour un concert et la performance de sa chanson Police à la Seine-sur-Mer, qui amènera même en première instance, alors ça ne sera pas le cas en appel, mais en première instance, ça a une peine de prison ferme pour Joey Starr et Cool Chain. Derrière ces attaques, qui sont que le début, en 1995, ça va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on voit beaucoup dans les discours politiques de ces attaques, souvent, c'est un peu la même logique. C'est une première dénonciation de la part de l'extrême droite, notamment de la part d'associations d'extrême droite qui se sont fait une spécialité de faire de la veille et d'attaquer ces artistes-là, puis repris un peu en boucle, y compris par la droite gouvernementale, etc., autour d'une panique morale, hein, une réaction disproportionnée qui provoque une indignation collective autour de ces artistes-là. Et donc derrière ces paniques morales, ce qu'on retrouve beaucoup dans le discours politique, c'est que c'est pas spécialement la disqualification des rappeurs qui est recherchée, mais c'est surtout la disqualification de son public supposé. C'est-à-dire de dire, oui, ok, il y a d'autres artistes qui ont des propos véhéments à l'égard de l'État ou de la police. Bon, ce sont toujours les mêmes qui sont cités, Brassens, Renaud, etc. Mais cependant, ce ne sont pas les publics de Brassens et de Renaud qui nous posent problème et qui nous font peur, puisque les publics qui nous font peur, c'est des publics qui ne sont pas capables de distance interprétative, que sont les publics des banlieues populaires en France. Et donc, derrière la criminalisation et la pénalisation du rap, c'est aussi et surtout mettre à l'agenda politique une pénalisation et une criminalisation des habitants des quartiers populaires, et notamment derrière ce public supposé du rap que seraient ces jeunes hommes racisés des quartiers populaires. Dans les années 2010 et encore récemment, hein, ces interventions politiques, elles continuent. Hein, on voit de très nombreux débats continuent d'exister, défendre un clivage racialisé de la République avec l'idée qu'il existerait une République universaliste et de l'autre côté ceux qui s'opposent à la République, etc. Et on peut encore citer des exemples. Je pense à Youssoupha au moment de l'Euro qui avait produit la bande-son de l'Euro, ou encore à la présence de Medine
Alors cet été, vous avez probablement vu, notamment aux universités d'été, d'un certain nombre de partis politiques, mais aussi dans des conférences à l'ENS, etc., qui produisent une réaction assez forte. Donc c'est assez intéressant de voir que malgré une reconnaissance esthétique et intellectuelle des œuvres, je pense par exemple à Médine, qui peut entrer dans des livres d'histoire, par exemple, parce que ces œuvres sur la guerre d'Algérie sont perçues comme étant suffisamment importantes pour être étudiées sur cette thématique-là. Il persiste un traitement politique qui a des effets sur les carrières des artistes et on a un traitement durable qui continue à faire appel à des assignations qui étaient des assignations anciennes qui existent depuis les années 90 des artistes en question et donc des assignations à comment dire, à la délinquance, au terrorisme ou à ce genre de choses et en l'occurrence voilà, en ce sens c'est un traitement racialisé qui continue d'exister dans les années 2000, mais qui en fait rejoint aussi le traitement d'autres personnalités publiques racialisées qui, lorsqu'elles ont un discours critique, subissent aussi ce traitement-là. Je pense notamment, vous le savez, Karim Benzema, Omar Sy ou encore Camilla Jordana, qui peuvent aussi, dans d'autres aspects, avoir le même type de réaction politique sur la scène publique. Alors, je vais peut-être sauter la question numéro 3 pour qu'on ait un peu le temps de discuter, mais on y reviendra sûrement dans les questions après. Du coup, je vais revenir, ça fait aussi suite à ce que là, tu as commencé à dire, Marie, aussi sur les publics. Donc justement, dans l'ouvrage, vous revenez sur la sociologie de l'écoute des musiques hip-hop, donc à partir de résultats d'enquêtes par questionnaire sur les pratiques culturelles en France métropolitaine et de l'évolution de l'écoute musicale de ces musiques. Et donc vous parlez d'une écoute qui serait doublement populaire, donc populaire au sens de l'élargissement de l'écoute et populaire au sens d'une écoute qui est plus forte dans les ménages populaires, en particulier ouvriers, et avec une moindre écoute chez les cadres. Et donc il y a aussi les différences genrées d'écoute, donc notamment entre rap et R&B, dont vous avez parlé avant. Du coup, je me demandais aussi, parce qu'il n'y a pas tant de données sur les concerts, ou en tout cas sur l'écoute, on va dire pas de musique enregistrée, et il semblerait que là, l'écoute soit un peu plus rééquilibrée entre les différents groupes sociaux, notamment parce que les cadres ont une pratique plus intensive du concert. Donc, en fait, j'aurais aimé savoir si vous aviez plus d'éléments sur cette question de l'écoute en live ou en direct. Et aussi, je me demandais s'il y avait une spécificité en fait, des musiques hip-hop, notamment du rôle de la musique enregistrée et de l'opposition assez forte entre musique enregistrée et musique dite vivante ou live dans les musiques hip-hop, puisque moi, il me semble avoir observé dans mes travaux que par exemple, le rap est beaucoup moins présent dans les salles parisiennes, notamment les salles de concert, mais qu'on retrouve quand même des musiques hip-hop dans d'autres lieux. Et donc, est-ce que vous constatez ça ou qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, est-ce que ça veut dire que des infrastructures de diffusion comme la télévision, la radio, ont joué un rôle particulièrement central de gatekeeping en fait pour le développement ou l'exclusion des musiques hip-hop par rapport à d'autres genres. Donc du coup, voilà, je me demandais si vous pouviez revenir sur cette question des manières d'écouter des musiques hip-hop et expliquer cette moindre présence du live. Oui, alors je vais commencer sur la première partie de ta question et puis Karim répondra davantage sur le live. Alors déjà, rapidement, bon, alors là je vais de toute façon parler avant tout des travaux de Karim et de Stéphanie Molinero, à la fois dans l'ouvrage mais aussi des travaux précédents. Alors Stéphanie Molinero qui a fait la première grande enquête sur les publics du rap à partir de l'enquête du ministère de la Culture de 1997 et puis Stéphanie et Karim qui ont traité l'enquête de 2008, puis l'enquête de 2018 du ministère de la Culture à propos de l'écoute du rap, puis de manière plus générale des musiques hip-hop. Ce qui est assez important à dire et qui casse un peu une idée reçue ou une manière de traiter le rap, c'est que l'écoute du rap en France, elle a toujours été diverse socialement, contrairement aux représentations sociales ordinaires qui
pourrait penser que l'ancrage est avant tout populaire et uniquement populaire. Et en fait, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas ce que montrent les enquêtes. Avant la massification de la diffusion du genre, forcément, l'audience populaire du rap est assez limitée. Ceux qui peuvent se procurer des albums de rap ou des vinyles de rap, c'est ceux qui connaissent des gens ou qui eux-mêmes vont à New York ramener des vinyles. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80. Ceux qui peuvent se faire enregistrer des cassettes sur Nova et qui n'habitent pas Paris parce que Nova est diffusée uniquement à Paris, etc. Et donc forcément, ça limite le fait qu'il y aurait une diffusion uniquement dans les classes populaires, etc. Et donc ça va toucher aussi les classes moyennes et les classes supérieures. Et donc Stéphanie Molinero dit dès 1997 que le taux d'écoute du rap à la fin des années 90, il est aussi fort chez les enfants de cadre que chez les enfants d'ouvriers. Ça, c'est à peu près amoindri. C'est à partir de l'enquête suivante, en 2008, où il y a une désaffection relative des classes populaires de l'écoute du rap. Bien que l'écoute du rap a massivement progressé en 2008, puisque 3 fois plus de Français disent écouter du rap en 2008 qu'en 97, il est désormais consommé de façon privilégiée par les milieux populaires. Et c'est ce que confirme l'enquête de 2018, qui parle, Karim et Stéphanie parlent d'une écoute doublement populaire, puisque il est à la fois plus présent dans les milieux populaires, mais aussi populaire parce qu'il pénètre massivement les environnements sonores de toute la société. Je le répète, 80% des moins de 25 ans déclarent en 2018 écouter du rap, près de 25% du chiffre d'affaires des ventes et de consommation numérique de la musique enregistrée en France de 2016, c'est les musiques hip-hop et urbaines. Donc, on est sur une diffusion massive de l'écoute, mais en fait aussi une plus forte prévalence de l'écoute dans les catégories populaires, mais ce qui ne veut pas dire, vu la diffusion massive, qu'elle est désaffectée chez les cadres et chez les catégories supérieures. Cependant, ce qui va beaucoup nous intéresser pour mesurer la légitimation et donc le processus de légitimation de cette musique-là, ce n'est pas tant le goût pour le rap, mais aussi le dégoût du goût du rap. Vous le savez, encore une fois, quand on lit Bourdieu, ce qui va nous intéresser, c'est pas uniquement qui aime, mais qui dit publiquement ne pas aimer, qui va forcément avoir une incidence assez forte sur des processus illégitimants envers une musique. Moi, j'ai grandi à une époque où je faisais des études dans les années 2000, où une phrase qui revenait très souvent, et vraiment ça m'a marqué quand dans des masters de politique culturelle, on nous posait la question qu'est-ce que vous écoutez comme musique. Une phrase qui revenait très souvent de la part de mes collègues de master, c'était j'écoute de tout sauf du rap et de la techno. Bon, par exemple, le métal n'était même pas cité. Mais en l'occurrence, on avait ces genres-là qui étaient des marqueurs d'indignité culturelle et qui étaient assez forts. Aujourd'hui, on voit bien, et je pense que vous voyez bien autour de vous, etc., qu'on en est quand même très loin. C'est-à-dire qu'il y a plutôt une reconnaissance de l'écoute du rap dans l'ensemble des catégories sociales, et y compris dans les catégories sociales plutôt supérieures, intellectuelles, diplômées, etc. Ça, c'est le traitement de l'enquête que vous pouvez voir ici qui nous le montre. On voit ici le graphique sur le dégoût du rap. L'évolution du dégoût du rap selon la profession ou la catégorie socio-professionnelle du chef de famille. Et donc une différence entre 2008 et 2018. Donc 2008, ce sont les courbes qui sont en pointillé. 2018, ce sont les courbes continues. Et on voit qu'il y a une vraie différence. C'est-à-dire que, par exemple, chez les 18-24 ans, en 2008, 31% des personnes de 15 à 17 ans issues d'une famille dont le chef de famille est cadre déclarent ne pas aimer le rap, alors qu'en 2018, ils sont de 10%. Et donc on voit l'évolution du courbe qui vont finalement se rejoindre en 2018 avec très peu de différence beaucoup moins marquée entre les familles cadres et les familles populaires, et donc une évolution assez intéressante sur ce dégoût.
Le rap, c'est toujours une musique populaire en 2018, mais avec des publics qui se massifient, tout en poursuivant une diversification. Et donc ça, c'est important. Cependant, il y a des manières différentes d'écouter du rap, vous vous en doutez bien. Il y a des lignes de clivage intra-genres qui existent. On reprend dans le livre notamment les clivages entre rap et R&B, avec une indignité supplémentaire pour le R&B d'écouter du R&B parce que capital culturel, capital social négatif lié au féminin. Par rapport au rap. Là, ce que je trouve assez intéressant sur les manières différentes d'écouter du rap, c'est notamment l'enquête de Julien Boyadjian dont on parle dans l'ouvrage sur la légitimation du genre, qui, dans un article sur les goûts cinématographiques et musicaux, mais là en l'occurrence sur les goûts musicaux des étudiants, il va étudier différents types d'étudiants et montrer que quelle que soit la formation des étudiants, les artistes les plus écoutés sont des artistes de rap. Donc il dit voilà, à la fin des années 2010, tous les étudiants, enfin pas tous les étudiants en termes individuels, mais si on prend massivement les réponses statistiques, le genre qui revient le plus, c'est le genre rap comme étant le genre le plus écouté, mais il y a des vraies différences de qui on écoute selon sa formation. Et donc, ce qu'il montre, c'est que dans les formations élitistes, notamment à Sciences Po, les artistes les plus écoutés vont être L'Homme Pâle et Orelsan. Donc plutôt des artistes issus de la classe moyenne ou de la petite bourgeoisie culturelle, qui ont une reconnaissance dans la presse culturelle, alors que dans les formations plus populaires, notamment des BTS qu'il va étudier, les artistes les plus écoutés vont être Ninho, Jul, Booba, La Crime, c'est-à-dire des artistes le plus souvent racisés, issus de milieux modeste et programmée principalement dans les radios jeunes spécialisées musique urbaine. Et il y a un seul des rappeurs qui revient de manière assez forte dans les deux cadres, qui est le rappeur Damso, qu'on revoit, on sait avoir une multitude de positionnalité dans le champ musical, c'est-à-dire qu'il va à la fois faire une couverture des Arocs et en même temps être diffusé dans des radios rap, avec un parrainage de Booba, par exemple, à l'époque de l'enquête. Et à l'inverse, un rappeur qui, lui, est un marqueur d'indignité culturelle, y compris, il le retrouve dans ses entretiens, Julien Boyadjian, qui est le rappeur Jul. Alors, on est avant l'apparition de bandes organisées, qui, lui, est clairement moqué par les formations élitistes. Donc ce qu'on voit, c'est une diversification, une massification de l'écoute du rap, une diversification en fonction de la classe sociale, mais cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des distinctions à l'intérieur des genres et des manières extrêmement différentes d'écouter, d'en parler et donc de se distinguer dans l'écoute du rap. Peut-être pour réagir de façon synthétique à cette question de la diversité des façons de pratiquer la musique, il y a une dimension qui est programmatique dans le livre. C'est-à-dire le livre, il a un peu l'ambition d'être une espèce d'état des connaissances, d'offrir un paysage de savoir existant, et sûrement pas de finir l'enquête, de boucler les choses. Au contraire, le livre en filigrane et parfois de façon très explicite insiste sur tout ce qu'on ne sait pas, sur toutes les recherches qui mériteraient d'être faites sur d'autres genres musicaux, sur d'autres façons de s'approprier la musique de façon transversale, etc. Donc, sur un certain nombre de questions, on est aussi tributaire de l'existence, justement, dans cette ambition de faire un état des lieux, d'indicateurs significatifs, d'indicateurs quantifiés. Et une des choses qui a été tôt disponible pour mesurer l'intérêt pour le rap, ça a été les succès discographiques. Parce que précisément, il y avait cette dimension chiffrée, parce qu'il y a une communication de longue date des industries culturelles, des industries musicales sur les disques d'or, etc., qu'ils étaient indexés à des artistes qui étaient immédiatement associés à des genres musicaux. Donc ça donnait une première balise dès les années 90 pour avoir un ordre de grandeur de où se situe le rap par rapport à d'autres genres musicaux, le R&B par rapport à d'autres, etc. Un autre temps très important de cette capacité à avoir un point de repère quantitatif, ça a été la première enquête sur les pratiques culturelles qui intégrait le genre rap en 97, puis la première qui a intégré les genres rap et R&B en 2008. Et donc ça a donné d'autres repères dont on ne disposait pas auparavant pour avoir un paysage d'ensemble.
Et enfin, des données sur le spectacle vivant. Là aussi, il a fallu attendre le début des années 2000 pour avoir des chiffres et des séries régulières ventilées par genres musicaux, produits par le CNV à l'époque, sur la billetterie associée par genres musicaux. Donc, à côté de ces données chiffrées, on a tout un ensemble de travaux qui ont documenté de façon plus qualitative et de façon souvent très intéressante des façons de vivre, des façons de s'approprier ces musiques, que ce soit par le biais de block parties, de pratiques de la radio, que ce soit participation à des émissions, écoute et circulation de cassettes pour la radio. Je pense en particulier aux années 80, le rôle des discothèques, des clubs, etc. Tout ça, c'est documenté de façon qualitative, de façon importante. On le relaie, on en parle dans le livre. De même que dans les années 2000, le rôle des open mic et des battles a pris une part centrale, qu'à partir de la fin des années 2000 aussi, on a vu l'émergence de toute une profusion de festivals consacrés à la culture hip-hop, parfois aux cultures urbaines, selon comment ils se désignaient au début, dans différentes villes de France, pas seulement en région parisienne, et des festivals réguliers qui revenaient chaque année. Donc, il y a un peu cette différence entre ce qu'on peut mesurer de façon systématique et régulière et puis ce qu'on peut analyser par le biais d'études de cas, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut documenter. On a essayé, grâce aux travaux du CNV, déjà de restituer la place du rap au sein du spectacle vivant par le biais de la billetterie repérée par le CNV. Et donc, avec une trajectoire qui est un peu différente, mais qui ressemble finalement aux musiques électroniques dans ce secteur particulier pour ces deux musiques. Entre 2005 et 2007, on passe de moins de 1% du chiffre d'affaires de la billetterie à près de 3% pour les musiques électroniques et 2,8% en 2017 pour rap. Alors, je pense que la catégorie, dans mon souvenir, c'est... rap, hip-hop, reggae et assimilé. Dans les chiffres les plus récents, c'est plus le CNV qui l'établit, mais le CNM, il y a un changement de périmètre. Donc là aussi, on se heurte aux catégories. Le reggae a quitté la catégorie associée au rap, au hip-hop, et le R&B aussi. Donc il va y avoir on n'a toujours pas de chiffres très très sûrs, complets, on va dire, du CNM qui sont sortis à ma connaissance pour l'instant. Donc on est toujours un peu en attente depuis 2017-2018 de mise à jour précise de ces chiffres-là. Mais ça, c'est finalement que l'arbre des connaissances qui cache la forêt de tout ce qu'on ne sait pas. Un des aspects sur lequel on pourrait revenir et qui mériterait une enquête beaucoup plus approfondie, c'est le rôle des musiques hip-hop dans les lieux de danse en général, en particulier dans les discothèques. Il y a une étude de la SACEM qui ensuite a travaillé avec, je ne sais pas si c'était Technopole, mais en tout cas qui a essayé de mettre en place un état des lieux des musiques électroniques en 2015, qui est un peu un one-shot. On n'a pas régulièrement cet état des lieux des musiques électroniques dans les discothèques qui est produit, mais en tout cas on avait cette première tentative en 2015 de mettre en évidence le paysage musical de ce qui est diffusé dans les discothèques en France. Alors il y a plein de problèmes de méthodologie, de construction, je passe là-dessus, mais typiquement c'est quelque chose d'inédit. Les lieux de danse, les discothèques, et je parle même pas des autres lieux de sociabilité ou de loisirs qui sont musicalisés, quelque chose de très important depuis une dizaine d'années, c'est les salles de sport, une consommation musicale très très importante dans les salles de sport. Il y a des étudiants en master à ma connaissance qui ont travaillé de façon ethnographique sur les pratiques de la musique dans ces espaces, mais on n'a pas de données qui permettent d'avoir une vision d'ensemble. Donc là, juste un petit aperçu sur ce qui n'est pas dans le livre. Et donc, un de ces points aveugles, on a intégré au paysage des musiques hip-hop le spectacle vivant, ce qui, dans la plupart des travaux antérieurs, n'était pas fait de façon quantitative. On a pu montrer comme ça que le live représentait, que les musiques hip-hop représentaient 8% du chiffre d'affaires du live en 2017, à rapprocher des 15% du chiffre d'affaires de la musique enregistrée physique et 33% de la musique enregistrée en streaming en 2017. Et là, j'ai repris le premier graphe en haut à gauche. C'est un graphe produit par la SACEM en 2014, donc à partir de leurs droits collectés en 2013, qui montre les genres musicaux qui sont, selon la SACEM, les plus diffusés en discothèque. Bon, c'est basé sur les 130 premiers titres des auteurs-compositeurs. Ça pose plein de problèmes de construction. Il n'y a pas de pondération, a priori, des morceaux qui sont le plus diffusés par rapport à ceux qui le sont moins. Le premier semble compter autant que le 130e. Bon, au moins, c'est un indice. Et ce qu'on voit avec des chiffres que j'ai compilés moi-même rapidement en 2022 à partir du Top Club, donc en gros deux top 20, je pense,
je passe sur la construction, c'est qu'on a un shift, une transformation très très profonde au niveau des genres musicaux de ce qui est diffusé dans les lieux de danse depuis 10 ans. Et précisément, aujourd'hui, les discothèques, les lieux de danse sont des espaces où les musiques hip-hop au sens large, donc le rap, mais pas seulement, on voit la présence du reggaeton qui est significative, on voit la présence de formes de musique afro inspirées des rythmes hip-hop, mais déclinées avec tout un ensemble d'autres sonorités, on voit la présence du dancehall. Tout ça, ça rentre dans notre périmètre des musiques hip-hop, et on voit que ces musiques-là, actuellement, dominent le paysage, visiblement dominent le paysage des lieux de danse, sans qu'on ait réellement de moyens de le saisir de façon plus fine pour l'instant. Et voilà, encore une fois, moi, j'appelle vraiment de mes voeux aussi des travaux sur les lieux de sociabilité et de loisirs a priori non musicaux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment sur le rapport à la musique dans ces espaces-là, probablement avant aussi, mais bon, c'est très compliqué de travailler sur le passé, les archives là-dessus ne sont pas forcément évidentes à trouver, mais au moins documenter aujourd'hui depuis la musique sur les répondeurs, sur la musique d'ascenseur jusqu'aux salles de sport, ce serait vraiment très très important sur la musicalisation de l'expérience et de la vie et les différents rôles des musiques là-dedans. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là et laisser l'échange continuer, même si je pourrais être plus long sur les différents rapports à la musique et les différents rapports aux musiques hip-hop qui sont effectivement en plus à chaque fois situés selon les propriétés sociales, pas les mêmes classes, pas les mêmes sexes, pas probablement aussi les mêmes ancrages ethno-raciaux, mais là-dessus, là aussi les enquêtes sont difficiles à mener au niveau statistique, mais ça va peut-être venir. Merci pour vos réponses. Et donc, je tiens à vous préciser que vous avez vraiment de la chance d'être là ce soir, car certains des graphiques présentés ici ne sont pas dans le livre. Donc, vous avez vraiment la primeur au RT14. Voilà, donc peut-être dernière question très rapidement avant d'ouvrir aux questions de la salle. Parce que ça me semble intéressant aussi, vu que là, on fait les rencontres justement du RT14, de revenir un peu sur voilà, vos trajectoires aussi au sein de la sociologie de la culture. Donc du coup, ce livre, c'est l'aboutissement d'une dynamique collective de recherche, avec aussi, vous l'évoquez à la fin, une forme d'institutionnalisation de la recherche sur ces objets en sociologie de la culture. Donc, est-ce que peut-être vous pouvez revenir sur l'évolution en fait de la recherche sur ces objets, donc peut-être pas sur les 40 dernières années, je ne vais pas vous faire voilà, mais du coup pour vous ce que vous en percevez, et puis après peut-être bon, j'aurais bien aimé que vous réagissiez à la playlist de l'ouvrage, vu qu'il me semble que ça dit aussi quelque chose peut-être voilà de l'ancrage du livre dans les musiques hip-hop, enfin peut-être ou pas, vous me direz, donc voilà. Oui, alors pareil, on va essayer de faire rapidement. Donc sur l'évolution du traitement de l'objet dans le monde universitaire, je pense qu'on a vécu plusieurs période de l'intégration de ces objets à, de manière générale, les sciences sociales et de manière particulière la sociologie de la culture. Je pense que Karim et moi, on a commencé une recherche sur ces objets à un moment où il y avait peu de publications sur la question, hein, avec des directeurs de recherche qui n'écoutaient pas et ne connaissaient pas le rap, ce qui, je pense, est un moment différent aujourd'hui, avec à l'époque trois ouvrages importants qui ont été publiés pendant nos thèses. Je pense celui de Morgane Jouvenet en 2006, celui d'Anthony Péqueux en 2007, celui de Loïc Lafargue de Grangeneuve en 2008. Qui ont été vraiment des premiers points d'appui importants, mais aussi produits par des collègues qui ont ensuite changé d'objet de recherche. À partir du moment où on s'est professionnalisé dans le monde de la recherche, qu'on a fini nos thèses, où Karim a publié une histoire du rap en France en 2012, qui est un ouvrage qui fait date dans l'histoire et la sociologie du rap en France, et qu'on a décidé du coup de continuer à travailler sur ces objets en étant en post-doctorat ou en début de poste. On a lancé avec Alice Aterianus Owanga, qui était anthropologue, et Séverin Guillère, qui est géographe, une liste de recherche qui est la liste H-ERC, qui lit sur le hip-hop et l'enseignement lit sur le hip-hop dans l'enseignement, la recherche et la culture,
pour commencer à faire fructifier les énergies, un peu avoir l'idée que ce serait bien de se retrouver avec les gens qui travaillent sur ces objets-là et de faire émerger des choses. Et donc dans la lancée de ça, dès 2015, on a eu l'idée de lancer un colloque international francophone dont on parlait tout à l'heure avec les personnes que je viens de citer, mais avec en plus aussi également Emmanuelle Carinos Vasquez, qui à l'époque était étudiante en lettres, qui aujourd'hui est doctorante en sociologie, et Virginie Millot, qui est elle aussi anthropologue, avec en plus un vrai coup de pouce du département des études, le DEPS-DOC du ministère de la Culture, qui nous a suivis là-dessus, financé avec la Maison des Métallos. Et donc en 2017, on a fait un premier colloque sur la question, qui a réuni 50 participants venus de plein d'endroits du monde, notamment du monde francophone, mais pas uniquement, sur 3 jours. Et ça a donné 4 ouvrages. L'ouvrage dont parlait tout à l'heure Karim, dans la collection Chansons, perspective esthétique sur les musiques hip-hop, qu'il a co-dirigé avec Emmanuelle Carinos Vasquez en 2020. Un numéro de la revue ethnographie.org qui s'appelle Hip-Hop Monde, qui est là sur différentes enquêtes sur des mondes du hip-hop à des endroits différents du globe, co-dirigé par Alice Atarianus-Obanga et Virginie Millot. Un numéro de la revue Volume, Le Monde ou Rien, légitimité et authenticité dans les musiques hip-hop, que j'ai co-dirigé avec Séverin Guillard en 2020. Et puis enfin, cette publication co-dirigée et co-écrite notamment par Karim Amou et moi-même en 2022. Donc on voit différentes publications arriver. Pour moi, on perçoit une évolution assez importante d'un monde universitaire sur les objets liés au rap, au hip-hop, au R&B, etc., qui s'est constitué avec des publications et des recherches qui donnent aussi envie de se lancer. Et en tout cas, je pense qu'il n'y a pas un jour, en tout cas pas une semaine, où on ne reçoit pas des mails d'étudiants qui se lancent sur des objets, sur des mémoires de master, sur des débuts de thèse, sur des études en école de journalisme, etc. Et on voit bien un engouement assez fort et finalement assez récent dans ces dernières années sur la question. Moi, personnellement, à titre personnel, il y a certaines parties de l'ouvrage pour lesquelles j'ai pris énormément de plaisir à écrire, parce qu'on écrit maintenant avec une somme de données réunies avec un sérieux tellement important que c'est un grand plaisir de savoir qu'on écrit en ayant des données qu'on n'avait pas encore il y a quelques années. Je pense notamment à une partie sur l'institutionnalisation du hip-hop, où à partir des travaux de Pauline Clage, de Séverin Guillard, de Vincent Becquet, de Claire Farge de Grande-Genève, on arrive à construire quelque chose d'extrêmement précis et donc agréable à écrire. Donc voilà, donc je pense qu'on est dans l'évolution d'un objet qui, par sa légitimation dans l'espace social, n'est plus aussi repoussoir dans le monde académique et qui, à mon sens, change beaucoup de notre époque, en tout cas de l'époque où on était doctorant ou en recherche de poste. Voilà. Ouais, évidemment, je partage la plupart. Enfin là, je suis un tout petit peu plus vieux quand même, mais du coup, c'est à peu près le même paysage que j'ai expérimenté. Je voudrais peut-être juste partager le sentiment qu'il y a un cycle qui s'achève, j'ai l'impression, avec l'ouvrage 40 ans de musique hip-hop pour le collectif qu'on formait pendant 7 ans, les différentes productions qu'on a fait. Donc là, par exemple, un des relais de ce collectif, ça a été un séminaire qui s'appelait Musique hip-hop et rapports sociaux de pouvoir, qui se tenait sur le site Pouchet du CNRS pendant 3 ans. On a arrêté le séminaire cette année parce que tout le monde avait un peu d'autres priorités, d'autres envies, etc. Du coup, moi, ce que je constate un peu, c'est une forme de dissémination à la fois parmi les collègues et à la fois, surtout et plus encore, dans la jeune recherche. Il y a vraiment un nombre de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs en master ou en thèse en France et au-delà qui s'intéressent à ces questions qui est en très très forte croissance. Et donc, une des grosses interrogations qui me paraissent posées, c'est la
possibilité de cette nouvelle génération de s'inscrire durablement dans le monde de la recherche publique et de l'enseignement supérieur. Et donc là, il y a des doutes qui planent sur l'ensemble des conditions d'exercice de la recherche en sciences humaines et sociales, qui se diffractent aussi sur la possibilité de ces formes d'approche finalement assez singulières d'objets culturels, avec les lunettes des sciences sociales, de l'histoire ou d'autres disciplines, qui finalement peut être aussi en suspens, en tout cas, des évolutions néolibérales de la recherche. Ça, c'est peut-être une des sources d'inquiétude majeure, à côté des bonnes raisons de se réjouir voilà, 80% d'une génération écoute au moins à un moment donné une musique. Il y a des vocations qui naissent, évidemment, et qui amènent à des directions super intéressantes. Je ne vais pas être plus long là-dessus pour pouvoir parler de la playlist. C'est toujours intéressant d'objectiver des choses qu'on n'a pas pensé. Alors d'abord, un petit merci beaucoup. C'est vraiment chouette d'avoir fait ce travail-là. C'est vraiment, je vous incite toutes et tous à aller découvrir. Il y a forcément quelques pépites et quelques sons improbables que vous allez y dénicher, même si vous êtes passionné de ces musiques-là. Je voudrais juste peut-être donner une précision, c'est que tu as fait le choix très, très compréhensible de ne retenir que les œuvres et pas les artistes. Donc il y a beaucoup de moments dans le livre où on cite des artistes. On parle de tel rappeur, de tel chanteur de R&B, de tel... voilà. Et donc c'est uniquement s'il y a un morceau ou un disque qui est associé à leur nom qu'ils apparaissent dans la playlist. Et il se trouve qu'il y a deux chapitres dans lesquels il y a beaucoup plus d'œuvres précises qui sont citées. C'est le premier, qui est une introduction un peu historique, et le deuxième, celui qui a été écrit par Maxence Déon et Emmanuel Carinos Vasquez, qui a un chapitre sur précisément la question des enjeux esthétiques des musiques hip-hop. Et donc ces deux chapitres-là pèsent lourd. Près de 60% de la playlist vient de ces deux chapitres. D'où un centre de gravité qui semble old school, une place importante des morceaux des années 90, mais précisément l'intérêt du chapitre introductif, c'était de ne pas parler des années 90 à longueur des autres chapitres. Donc le chapitre introductif revient sur l'histoire des années 80 et des années 90 pour préparer une analyse des musiques hip-hop dans les années 2000-2010. L'autre élément peut-être décevant de cette playlist pour nous, je pense pouvoir dire, c'est le sexe ratio des artistes qui n'est pas très bon. 72% d'hommes dans cette playlist, et donc les comptes ne sont pas bons, comme dirait l'humoriste. Les comptes ne sont pas bons si on le rapporte à l'ensemble des musiciens-interprètes, puisque notre base de données sur la visibilité, c'est de l'ordre des 2/3, c'est pas l'ordre des 3/4, et les comptes ne sont pas bons pour les musiques hip-hop non plus. Donc là, il y a vraiment quelque chose où qu'on est rattrapé, les auteurs et autrices du livre sont rattrapés par ces tendances à invisibiliser dans l'histoire à différents endroits. Et je dis dans l'histoire puisque c'est le chapitre esthétique et le chapitre historique qui pèsent plus. Les femmes à différents moments, tout en ayant des contraintes aussi par rapport au récit et à l'analyse qu'on produit. Donc ça, je me suis dit, ah oui, c'est toujours une bonne chose de reprendre et de compter soi-même avant que ce soit... On aurait pu peut-être mieux travailler là-dessus. Mais en tout cas, c'est très éclectique, c'est intéressant aussi au niveau des genres musicaux. Le rap garde quand même le centre de gravité important, ça représente à peu près la moitié des œuvres citées, mais seulement la moitié des œuvres citées. Donc on a à la fois beaucoup d'œuvres de différents pays et puis des œuvres d'autres courants musicaux qu'on associe aux musiques hip-hop dedans. Merci beaucoup pour ça. Bon, en tout cas, c'était pas pour faire du contrôle, mais moi, je vous incite surtout à écouter la playlist, parce qu'on découvre forcément, enfin moi, à la base, c'est pour ça que je l'ai faite, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de morceaux que je ne connaissais absolument pas, ni d'artistes, donc voilà, donc je les ai cherchés. Du coup, on va ouvrir les questions, donc peut-être on prend des questions 2 par 2, je propose, et je vais faire le tour, donc vous me faites signe si vous avez une question et je vous apporte le micro. N'hésitez pas. Merci. Merci pour la présentation et si je ne vous l'ai pas dit encore, félicitations quand même pour l'ouvrage. C'est toujours intéressant que ça existe et que ça puisse être discuté. Et c'est une discussion en fait, que j'aurais voulu avoir avec vous depuis un moment, mais j'en profite d'aujourd'hui pour au moins poser une question.
Principalement, et c'est ce que je commence à faire savoir de vive voix, j'ai une critique moi par rapport à l'ouvrage, c'est qu'elle participe, je dis bien ça entre guillemets, à un roman national sur la culture hip-hop. Quand j'emploie le terme de roman national, c'est parce que, en tant que chercheur moi-même, je me pose la question, et avec le background que vous connaissez, puisque j'ai participé à la première édition de Conçu pour durer, et donc j'aurais voulu savoir, ce que je me pose, la question la plus importante que je me pose, c'est au niveau des méthodologies qui sont très bonnes et bien appliquées, les sources que vous relevez et les relevés d'informations, c'est là, pour ne pas dire qu'elles sont erronées, elles sont trompeuses, si je puis dire ainsi. Et ce qui, pour moi en tout cas, participe à ce discours et à une narration qui est plus ou moins permanente depuis ces 30 dernières années sur comment étudier et comment faire un parcours académique de recherche sur ce qu'est la culture hip-hop. Je dis bien culture hip-hop sur le territoire national français, en France. Donc c'est vraiment, si je dis ça aussi, c'est parce que je pars aussi de mes propres données, mais aussi des données comparatives que j'ai avec d'autres collègues. Et je vous donnerai juste un exemple, si ça peut éclaircir un peu mon propos. C'est par exemple concernant le dernier graphique. Sur le dernier graphique, c'est des graphiques qu'on retrouve pendant plusieurs années, sur plusieurs époques, sur plusieurs types et dénominations musicales. Et une des sources que je ne vois jamais apparaître, par exemple, c'est, si je reprends les catégories que vous avez bien définies entre les définitions que les artistes donnent, le public donne, et ce que vous en faites aussi, je ne vois pas les sources qui pourraient venir de chacune justement de ces classifications. Notamment la partie experte qui est là plus du côté artiste et producteur. Nous, dans le jargon, à l'époque, on appelait ça la blacklist. Et la blacklist, la source première, c'est Musique Info Hebdo. C'est un exemple, hein, parce que sinon, après, je vais être trop long et ça va être trop empirique, je crois, à décortiquer. Mais c'est un peu pour... je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais pour amener ma critique et ouvrir la discussion sur le fait que le narratif qui est en train de se créer participe déjà à un narratif déjà existant, en gros. C'est un peu les discussions que j'ai moi-même avec les collègues, là. Voilà, merci. Alors, on peut peut-être prendre une deuxième question, s'il y en a une. Merci. Eh bien, bonjour à tous les deux et merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je voulais revenir sur les instances de légitimation. Je me demandais comment vous avez classé les différents médias, notamment les radios, et sur quels critères pour évaluer en fait leur rapport en légitimation des artistes ou des œuvres. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais peut-être plus rebondir sur ta question, Sidi, puisque je pense qu'elle porte aussi plus sur des chapitres sur lesquels j'ai pu plus travailler. Je serais intéressé à mieux comprendre ce que tu appelles roman national, parce que ce n'est pas clair pour moi. Dans la notion de roman national, j'entends l'idée de roman déjà, donc l'idée d'idéalisation avec l'idée de méliorative, de valorisation. J'entends aussi le national. Peut-être que je pourrais rejoindre des critiques sur l'idée d'un nationalisme méthodologique qui informe une partie du livre malgré tout. Il faut reconnaître qu'il est publié au ministère de la Culture. Et c'est un livre dans une série de publications qui n'ont pas le même prisme. Donc peut-être que dans le livre, il y a quelque chose de cet ordre du nationalisme méthodologique qui peut être dépassé. Moi, j'ai essayé de l'insérer à différents endroits, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de réflexion sur la dimension transnationale de ces musiques. Mais vraiment, sur le côté plus roman, pour l'instant, je ne vois pas. Par contre, dans les différents points que tu explicites, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui m'intéressent
et sur lesquels je pense qu'il faudrait qu'on discute de façon plus précise, mais je retiens deux points concrets là, dans ce que tu évoques. L'idée d'une narration permanente depuis les 30 dernières années, je pense honnêtement que c'est faux, parce que s'il y a une tradition qui s'est construite, elle commence, à mon avis, au début des années 2010, donc elle aurait 10-15 ans. Et alors là, on pourrait effectivement la faire. C'est la façon dont ce collectif de recherche travaille, circule, débat, etc. Et donc effectivement, ça produit un état de l'art, un état des connaissances et puis des formes de négociation d'un savoir commun qui est toujours critiquable et qu'il faut renouveler, qui a aussi des points aveugles. Donc ça, je pense que c'est vraiment très très précieux d'avoir d'autres entrées. Néanmoins, ce collectif de recherche est assez hétérogène. Hein. Disciplinairement, on a des gens qui ont un background en partie littéraire et sociologique, on a un géographe, on a des anthropologues, on dialogue étroitement avec des gens en littérature, en musicologie, pour le peu qu'il y a, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que dans la question de la légitimation, la musicologie reste sacrément en retrait sur le travail, malgré des travaux très bons, très pionniers au niveau thèse, mais ce n'est pas forcément des gens qui arrivent à s'établir dans le milieu académique ensuite. Donc, sur cette question d'une narration permanente, je serais clairement en désaccord, d'autant qu'il y a un autre grand récit du rap et de la culture hip-hop qui se sont mis en place depuis, là je dirais, une vingtaine d'années ou 15 ans, et qui est aussi très intéressant parce que c'est un grand récit qui n'avait pas pignon sur rue du tout dans les années 90. C'est dominé par des assignations du rap à des histoires tout à fait fantasmatiques et très peu sourcées. Et on a depuis une quinzaine d'années des figures du monde du hip-hop qui ont contribué à des événements, organisé des événements, des expositions, des livres patrimoniaux, et donc on a toute une patrimonialisation du rap dans laquelle nous on a un rôle un peu ambivalent. On y contribue parfois à notre corps défendant, parfois on joue un peu double jeu, il faut le reconnaître, mais en même temps on n'est pas vraiment dans nos choix d'objets, nos choix de construction ne servent pas toujours cette patrimonialisation-là, et donc il y a des vrais décalages. C'est quelque chose que je trouverais vraiment intéressant à creuser. Maintenant, il y a un point précis sur lequel j'aime bien, parce que quand ta critique elle prend forme précise, ça m'aide à me saisir et à entrer en dialogue. C'est très très intéressant que tu évoques Musique Info Hebdo, parce que c'est une source majeure pour moi, et donc c'est central dans ce qui est écrit dans les 2 chapitres qui, à mon sens, sont légitimes à s'appuyer sur cette source. Il y a toujours la question de à quoi servent les sources. Dans la source Musique Info Hebdo, magazine professionnel de référence entre 1987 et 2008 du secteur de l'industrie musicale, il est au cœur de l'analyse, par exemple, de la généalogie de l'urbain musical que j'ai proposé. J'ai simplement dépouillé ce magazine du premier numéro au dernier, ainsi que ses magazines concurrents, La Lettre du Disque, qui est plus confidentielle mais qui est très intéressante, l'ancêtre de Musique Info Hebdo, qui est Show Magazine, et d'autres. De même, c'est au centre du chapitre sur l'économie des musiques urbaines. Donc, notre construction d'objets, notre construction de catégories, elle sert aussi à avoir un point de comparaison pour interroger les catégories qui circulent dans la presse professionnelle du secteur musical, où on voit apparaître tout un ensemble d'acteurs en concurrence, etc. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé, il faudra vraiment qu'on en parle à l'occasion, mais l'histoire du classement Blacklist dans Musique Info Hebdo, qui était avant dans le bulletin des rotations, si je dis pas une bêtise, il est créé avant. Le top Blacklist, il est créé avant l'apparition de Musique Info Hebdo. C'est vraiment un objet hyper intéressant. Maintenant, quand on travaille sur les publics, par exemple, des musiques hip-hop, Musique Info Hebdo n'est pas une ressource, n'est pas vraiment une ressource. Donc, où est-ce qu'on trouve des données intéressantes, des sources intéressantes pour travailler sur les publics, par exemple? Et là, c'est soit dans des enquêtes qualitatives, ethnographiques, ou par entretien auprès d'amateurs et d'amatrices, soit par le biais de statistiques. Et là-dessus, il faut reconnaître que la statistique publique est le meilleur appui qu'on puisse avoir, parce que tout ce que j'ai pu croiser, et Stéphanie Molinero aussi, qui a beaucoup posé la question, comme autre source, par exemple des sondages qui sont faits ponctuellement à l'initiative de journaux, c'est très peu fiable en fait. Et donc là, l'enquête sur les pratiques culturelles, elle est régulière, elle nous permet sur 30 ans d'avoir des points de comparaison, et donc pour l'instant, elle est irremplaçable de mon point de vue pour saisir de la façon la plus grossière, mais aussi la plus générale, un certain nombre de pratiques d'écoute et de fréquentation de concerts. Merci. Donc pour répondre à ta question sur les indicateurs
Comment est-ce qu'on a choisi les indicateurs et sur quels critères? En fait, on a réfléchi et il nous fallait 3 types de critères. Enfin, il fallait des indicateurs qui se réunissent en 3 types de critères. Il fallait déjà alors, pour ce qui est des émissions audiovisuelles, il fallait des émissions qui avaient un cadrage culturel généraliste, puisque l'idée, c'était de regarder de quelle manière est-ce que les musiques hip-hop sont légitimées dans l'espace social et dans l'espace social culturel. Et donc pour ça signifiait forcément pas uniquement aller voir les émissions directement spécialisées sur Skyrock ou HIP-HOP ou ce genre de choses, mais vraiment regarder comment dans des émissions culturelles généralistes, le hip-hop est convoqué, invité, diffusé, etc. Donc ça, c'était la première chose. Et pourquoi culturel généraliste? Parce qu'on aurait pu aussi, si on regarde les premières choses qu'on a fait, c'est d'aller à l'INA et de regarder à quel moment est-ce que rap ou hip-hop apparaissait. Et donc, par exemple, un des endroits où ça apparaît beaucoup, selon des périodes et parfois sur 3 semaines, c'est dans les journaux télévisés. Et donc, tout d'un coup, il y a une histoire de clash entre 2 rappeurs qui se croisent dans un aéroport. Eh bien, on va avoir plusieurs journaux télévisés qui vont en parler. Donc, il y a une apparition à ce moment-là. On a des événements type émeute des quartiers populaires, etc. Pareil, le rap va être beaucoup convoqué, etc. Mais ça n'est pas un indicateur de légitimité. Pour nous, l'indicateur de légitimité, c'était à quel moment est-ce qu'ils arrivaient dans des émissions culturelles généralistes qui ont un cadrage esthétique, c'est-à-dire des émissions qui sont là pas uniquement pour parler de la vie privée, de ce qu'ils pensent d'eux, de pour qui ils votent, mais aussi où il y a un passage quand même pour parler de l'œuvre en elle-même, etc. Donc déjà, ça c'est une première chose qui était importante. Une deuxième chose, c'était des émissions ou des types d'émissions qui avaient une longévité de 1990 à 2020, c'est-à-dire où on pouvait mesurer une évolution sur les 30 ans qui nous intéressaient. Et la troisième chose, c'était des émissions qui avaient une audience significative, pour qu'elle puisse dire quelque chose de cette légitimation, quoi. Et donc finalement, de ça, il n'y en a pas 150 000, et celles qu'on a choisies sont assez comment dire, emblématiques, hein. Donc les matinales culturelles de France Inter, qui sont la case qui, de 90 à 2020, alors jusqu'en 2020, qui était occupée notamment par Boomerang et Augustin Trapenard, mais qui sont une case globalement autour de 9h, entre 9 et 10h, où il y a souvent un créneau d'une trentaine de minutes autour d'un artiste, d'une œuvre, etc. Taratata, qui passe à la télé avec des interruptions, mais de 90 à 2020. Et il y aurait pu avoir un troisième créneau qui aurait pu être étudié, mais qui en fait, par manque de temps, on va dire de main d'œuvre, parce que c'est un travail extrêmement long à faire, qui sont les Access Prime Time de Canal+, notamment avec Nulle part ailleurs, puis Le Grand Journal, qui aurait été complètement intéressant pour notre enquête, mais qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Voilà. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on remplit nos tableaux à partir de tout ça? C'est à la fois sur les personnes qui sont invitées, mais aussi sur les chansons qui sont diffusées. Donc par exemple sur France Inter, on a à la fois rempli les invités, mais aussi les chansons qui apparaissaient, qui étaient diffusées. En général, il y en a 2 par émission. Pour la petite histoire, moi au début j'étais hyper motivée, j'étais persuadée qu'on allait retrouver toutes les playlists de France Inter. Karim m'a tout de suite calmée. Moi j'étais beaucoup plus optimiste sur l'idée qu'on allait retrouver ça. Bon, on ne se rend pas compte à quel point les institutions de manière générale, ont très peu de mémoire, puisque c'est un document qui n'existe pas. Et après avoir été quand même rencontré plusieurs personnes à Radio France, ce n'était pas possible, parce que moi, à la base, j'aurais beaucoup aimé pouvoir étudier l'entrée en playlist des chansons, donc plutôt sur les playlists hebdomadaires, donc quels sont les 20 morceaux qui sont principalement diffusés sur la semaine, etc. Donc ça, c'était pas possible. Et on a aussi procédé de la manière pour les prix musicaux. On a regardé quels sont les prix et les dispositifs d'accompagnement des artistes qui ont une longévité suffisante de 90 à 2020 pour étudier ça. Donc ça a été aussi bien les Victoires de la musique, les Globes de Cristal, les Energy Music Awards,
le Fer, les Inouïs du printemps de Bourges, etc., etc. Pareil, avec les mêmes arguments qui sont des prix qui sont des prix nationaux, avec qui touchent très largement leur public et les artistes et les jeunes artistes, qui ont un cadrage généraliste, puisque l'intérêt toujours est de saisir le poids du rap et du hip-hop à l'intérieur de ces dispositifs-là. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup pour votre présentation et ce livre qui a l'air passionnant. Du coup, j'avais une question en ne l'ayant pas lu, j'en suis désolée, mais pour savoir quels étaient... en fait, voilà, vous avez construit le hip-hop, un projet d'enquête autour du hip-hop français, avec, vous l'avez mentionné au début, quelques incartades dans, je sais plus, c'était le Cameroun, la Suisse, etc. Et je voulais savoir quelles étaient les spécificités que vous pouviez dégager de ce genre ou du hip-hop en France, notamment du point de vue de sa trajectoire de légitimation ou pas, ou des modes de racialisation qui existent en France autour de ce genre, cet hyper-genre musical. Et merci encore beaucoup pour tout ce que vous avez présenté. Et merci également pour cette présentation et pour votre travail. Moi, j'avais une question un peu sur la réception aussi de l'ouvrage et puis de vos travaux même avant l'ouvrage en dehors des milieux universitaires. Et savoir un peu si vous avez un peu de retour particulier sur, par exemple, vos échanges avec les représentants de l'industrie musicale, avec des responsables de politique publique, enfin, peut-être au fur et à mesure de la tournée que vous avez fait de présentation, ou, voilà, ou même au sein de vos terrains ou quoi. Savoir un peu voilà, quels sont de ce point-là, les points peut-être d'achoppement, les points de tension ou pas, les choses qui ont étonné les gens qui vous ont écouté ou avec qui vous avez pu échanger. Et puis du coup, un peu la grande question de fond, c'est un peu aussi de s'interroger, mais c'est une grande question un peu large, hein, voilà, mais sur un peu aussi la place des milieux universitaires dans les formes de légitimation ou non aussi, et dans voilà, un peu la nature des échanges que vous avez eus avec en dehors des milieux universitaires. Voilà.
Pardon. On a le temps pour une dernière petite question, voire même 2 micro-questions. Si, Oui, moi je serais intéressée de savoir quels étaient ou quels étaient les résultats qui étaient les plus contre-intuitifs pour vous. Personne n'a de dernière frustration? Non. Attendez, parce qu'il faut qu'on vous entende. Merci. Je voulais me permettre simplement de vous donner deux informations qui me semblent importantes de connaître justement dans le cadre de la recherche de la méthodologie sur la musique. Là, par contre, je vais prendre le côté de mon background professionnel où je faisais partie d'une grosse équipe de marketing, et l'une des choses que j'avais appris et qui m'avait un peu surpris, c'est justement la classification des disques d'or. Tout ce qui est disque d'or, tout ça et tout, en fait, c'est des classifications marketing parce que ça n'a jamais été vendu. Ce qui était vendu, c'est ce qu'on appelle des précommandes. Et les précommandes, c'est ce qu'on envoyait dans les magasins et les distributeurs. Et ça, souvent, je pense que ça fait partie des données trompeuses, justement, à dire le succès, ou à classifier, ou arriver tout de suite à un résultat, à une narration en disant c'est le succès de tel album, disque d'or, platine, etc. Et vous n'êtes pas sans savoir, justement, que ça a été reformulé et rechangé. Nous, dans l'agence de marketing, là où on a dû bouleverser justement cette classification, c'est lorsqu'on a travaillé un des albums de Jay-Z qui était vendu uniquement dans les smartphones de Samsung. Et ça a tout changé puisque
les smartphones étant vendus à plusieurs millions, avec l'album de Jay-Z intégré à l'intérieur, dans quel cadre de classification maintenant on rentre ce type de distribution en fait. La seconde chose, après, elle est plus historique, c'est Karim, tu as cité le Paris-New York. Il y a un truc qui commence à remonter beaucoup, c'est le Swatch Tour en 82, qui est intéressant aussi à aller regarder parce qu'ils sont venus en France. Pas avec le rap, mais forcément avec la culture hip-hop, parce que c'était autour du graphe, parce que tout ce qui était rap et danse, c'était à New York. Donc le Swatch Tour, ils ont fait toute la promotion avec les œuvres de Keith Haring. Ça, c'est en 82. Et au niveau aussi de la promotion musicale, ça ne s'appelait pas rap, mais en 79, il y a 60 labels qui ont essayé de promouvoir leurs artistes, qui étaient encore sur l'ancien format, donc musiciens plus rappeurs, mais qui essayaient de se faire connaître, non pas dans un nouveau genre, mais dans un genre qui était déjà connu, donc disco. Et ça aussi, je pense que c'est intéressant à voir, parce que c'est des choses, des relevés qu'on a récupérés ici à Paris. Et notamment, moi, c'est les studios de la Grande Armée, en fait, où j'ai eu l'information. Les studios de la Grande Armée à Porte-Maillot. Donc voilà, je voulais juste donner ça comme info. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant, en particulier toutes les sources originales comme celles que tu mentionnes là. On est impatient d'avoir, je sais pas, une note de recherche, une synthèse de ces documents-là, parce que c'est ce qui se passe depuis 10-15 ans, quoi. On fait fond sur de plus en plus d'enquêtes précises, documentées, qui enrichissent les choses. Pour ma part, j'ai travaillé tout récemment sur le fonds d'archives de Fab Five Freddy dans les bibliothèques. Il y a le fonds qui est déposé aux bibliothèques de New York, et il y a des choses hyper intéressantes sur le rôle de Fab Five Freddy, mais aussi toutes les personnes qui sont autour de lui. De la même façon, sur les tournées, on peut penser à la façon dont Futura 2000 a accompagné la tournée des Clash avant ce dont on parle, avant ces années 82. Donc je te rejoins complètement sur cette importance-là. De même, sur les disques d'or, c'est pas tout à fait exact que les disques d'or ont toujours été... Tous les disques d'or ont été attribués, comme tu le dis, mais en tout cas pour des gros artistes dont la maison de disques, dont les majors pouvaient faire des mises en place massives, ils pouvaient être disques d'or avant que le moindre disque était vendu. Ça a été le cas pour l'album éponyme NTM en 1998. Dans d'autres cas, on le voit parce que les certifications arrivent bien plus tardivement, et ça, c'est un des avantages actuels du site du SNEP, c'est qu'ils indiquent à la fois, alors il y a des choses discutables, il peut y avoir des erreurs mais ils indiquent à la fois la date de sortie et la date de certification. Et il faut savoir que jusqu'à une période récente, pour être certifié disque d'or, disque de platine, il fallait en faire la demande et il fallait payer. Donc tout un ensemble d'artistes, notamment indépendants, n'étaient pas disque d'or, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt à le faire comme ça. Ça a un peu changé, puisque maintenant les certifications sont calculées de façon automatique. Mais donc là, c'est exactement sur ce genre de questions-là qu'avec Marie et avec l'équipe, on était soucieux de trouver des sources de première main et de ne pas se reposer sur des choses intermédiaires. Aller voir les données GFK, ce n'est pas encore des sources de première main, mais c'est déjà être plus près de la source que de se contenter du traitement par le SNEP de GFK. Et donc on a essayé de faire ça le plus souvent possible. Sur l'enquête sur les pratiques culturelles, c'est pareil, c'est une enquête par questionnaire qu'on n'a pas conduite nous-mêmes, donc il y a des biais, il y a des effets, notamment on l'a vu sur l'enquête de 2008, on a des forts soupçons de la façon dont les questions ont été posées qui ne correspondent pas forcément au questionnaire sur certains plans. En particulier, il y avait une question ouverte. On pense qu'elle a été précatégorisée par les personnes qui ont mené les questionnaires, parce que le résultat dans la base, ils ne sont pas assez variés, assez bizarres pour correspondre à une question, à un champ ouvert. Donc voilà, merci beaucoup. Eh bien, on va terminer sur ça. Juste avant de finir, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc mercredi 22 novembre, il y aura la prochaine séance des rencontres du RT14, donc avec Chloé Delaporte pour la culture de la récompense, si je ne me trompe pas. Donc, venez nombreuses et nombreux. Et voilà, merci. Un grand merci. Merci Myrtille, merci au RT, et à la semaine prochaine.